Alors c'est un projet qui s'appelle La défense devant les survivants. C'est l'adaptation d'un roman de réalisme fantastique, donc un peu de science-fiction, qui a été écrit par un auteur argentin qui s'appelle Adolfo Bioy Casares. Et le roman s'appelle L'invention de Morel. C'est un réfugié, un homme qui fuit le monde, qui n'a plus nulle part où aller sur Terre, qui débarque sur une île déserte. On l'a prévenu que c'était l'endroit où il fallait surtout pas aller parce qu'il y avait une peste terrible qui avait pris possession de l'île, mais comme il peut plus aller nulle part, il décide d'y aller quand même. Et là, il voit tout d'un coup des gens qui ont l'air de passer des vacances dans cet endroit hostile, qui se baignent, qui prennent leur petit déjeuner au milieu des gravats, dans un espace dévasté, enfin plein de situations comme ça très bizarres. Et il voit tous les soirs une femme qui regarde le coucher du soleil, et comme il est seul, perdu, qu'il n'a plus d'espoir, cette femme devient son obsession et il décide d'aller lui parler, sauf que cette femme ne lui répond pas. Et c'est même pas qu'elle lui répond pas, c'est qu'elle fait comme s'il n'existait pas. Et donc à partir de là, il découvre l'invention du professeur Morel qui sera révélée dans le spectacle. Comme tous les grands romans de science-fiction, ils vont chercher quelque chose qui appartient à l'essence de l'humanité. Et là, en l'occurrence, c'est quel rapport on entretient avec les images. Quel rapport on entretient avec ces images créées par la technologie. Donc Bioy Casares, il a écrit en 1940, au moment où le cinéma devient parlant, où il devient en couleur, donc où on a accès comme ça à un réalisme de plus en plus grand de l'image technique. Et nous aujourd'hui, ça a beaucoup avancé, on en est aux hologrammes, aux casques de réalité virtuelle, mais finalement ces outils-là sont le prolongement de ce que découvrait Bioy Casares. C'est un grand roman parce que justement il vient capter quelque chose d'essentiel dans notre relation aux images. Comme si ces images qu'aujourd'hui on passe notre temps à faire pour les réseaux sociaux, à se filmer, voilà, qui circulent de manière autonome sur la sphère un peu magique d'internet, comme si c'était un peu des fantômes qui viennent nous hanter ou qui puissent avoir une vie parallèle, quoi. C'est comme si en fait on a l'impression que parce qu'on crée des images ou qu'on prend des photos, on peut se rappeler précisément de tous les moments qu'on a passés dans la vie, et ça donne un rapport presque plus vrai avec la réalité, mais c'est comme si ce besoin d'avoir un rapport plus vrai créait aussi un espace d'indicible et un espace d'absence. Et ça, c'est quelque chose que couvre le roman et que je trouve, c'est un regard que je trouve très intéressant sur le monde d'aujourd'hui. C'est pas tant un spectacle sur les nouvelles technologies parce que je pense que ça interroge vraiment les principes du théâtre qui consistent à reconvoquer le vivant par des moyens techniques, mais on se sert vraiment des outils du théâtre pour aller interroger notre rapport à la technique. Finalement, on reproduit nous aussi le vivant à travers des moyens artisanaux, quoi. Je pense que la véritable innovation dans le spectacle, elle est plus du point de vue de la narration ou du rapport au spectateur que d'un vrai exploit technologique, quoi. En tout cas, même si pour arriver à ce spectacle, pour arriver à cette construction, je suis passée par plein de phases, dont la construction d'un chatbot ou voilà, des expérimentations sur la photographie en 3D, mais finalement la forme à laquelle je suis arrivée, c'est une forme théâtrale qui est, mine de rien, technologiquement assez simple. Adapter un roman, qui est en plus un roman, c'est un chef-d'œuvre, quoi, c'est un roman parfait dans sa forme narrative, et trouver les solutions théâtrales pour l'adapter, c'était pas évident. Et puis surtout que j'avais vraiment envie de trouver la transposition avec le monde contemporain. Donc par exemple dans le roman, il y a le personnage du réfugié donc, qui vient sur l'île, qui a tout un projet. Pour Bioy Casares, c'est un projet qui a adapté des thèses de Malthus sur la croissance de la population et comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout le monde avec une population en croissance exponentielle. Et je trouvais que ces questions étaient encore d'actualité aujourd'hui, même si qu'elles étaient traitées encore différemment, quoi, avec le réchauffement climatique, avec tous les mouvements survivalistes, écologistes, qu'il y avait plein de nouvelles choses à apporter à ce discours, quoi. Donc j'ai eu envie, j'ai envie de le nourrir, j'ai eu envie de passer du temps à chercher et à ce que ce réfugié il
il soit vraiment ancré dans le monde d'aujourd'hui, dans ces questions brûlantes, d'apporter ça aussi sur le plateau, quoi. Et c'est pour ça aussi que le spectacle s'appelle pas l'invention de Morel, mais la défense devant les survivants, parce que la question principale, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui vont venir après nous, quelles traces on va laisser de nous, donc, est-ce que c'est des traces virtuelles sur internet, et comment on fera si un jour, comme dans les années 2000, maintenant on ne sait plus lire un CD, qu'est-ce qu'on fera de toutes ces traces qu'on a laissées autour de nous, et aussi quel monde on va laisser à ceux qui viendront après, quels espoirs, quelles catastrophes, voilà, et évidemment il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions qu'on se pose par rapport à ces questions, mais c'est aussi une manière de se mettre en marche et d'appréhender l'avenir. Le personnage de Morel est joué par Alvise Sinivia, qui est à la fois pianiste, performeur, compositeur. Il a commencé par préparer son piano, et puis il l'a préparé à tel point qu'il a pu garder que la table d'harmonie et des cordes qu'il a attachées, des fils de nylon qu'il a attachés aux cordes du piano pour les faire vibrer et pour pouvoir jouer avec tout son corps, en fait, plus seulement avec ses mains. Donc il travaillait en fait sur ce dispositif, sur cette espèce de déconstruction de piano. Et moi, en réfléchissant à l'adaptation, je trouvais ça aussi intéressant, vu que une des questions principales de l'invention de Morel, c'est est-ce que ces machines pensent et vivent? Est-ce qu'une conscience reste derrière ces images? Ça m'intéressait que cette machine, elle soit sonore, elle soit musicale, que ce soit un vrai acte de création artistique, que ce soit pas simplement un instrument ou un outil, mais qu'il ait vraiment créé quelque chose dont on puisse penser qu'il y a quelque chose au-delà, au-dessus, quelque chose de plus fort qui transperce, quoi. Donc ça m'intéressait que Morel soit joué par un musicien, par un artiste, par un compositeur, et que Morel soit une espèce de Léonard de Vinci. Donc j'ai pensé à Alvise, et il a développé un instrument qui est un piano électroacoustique. Donc c'est un piano des années 80 qui peut jouer comme piano, mais qui peut être aussi augmenté, dont on peut sortir le son. Et dans la première partie du spectacle, le cadre de piano est basculé à la perpendiculaire et des fils de nylon sont accrochés aux cordes de piano. Et dans tout le début, en fait, d'autres fils sont entremêlés à l'intérieur des fils accrochés aux cordes de piano et attachés à des ventilateurs ou à des moteurs de boule à facettes. Donc ce qui fait qu'au début, on a une machine sonore autonome qui joue toute seule en faisant circuler les fils, et on a aussi donc c'est à la fois sonore et c'est aussi très visuel, puisqu'on a vraiment ces fils transparents qui bougent comme si les acteurs étaient un peu des marionnettes, comme s'il y avait quelque chose au-dessus d'eux en suspens en permanence. Et puis ensuite, donc on voit Alvise vraiment jouer de sa machine, donc jouer avec tout son corps avec cette installation de fils de nylon. Et dans la dernière partie, le cadre est rabattu et on s'en sert comme d'un piano. Voilà, là on se sert aussi de toute la musique des années 2000, on reconvoque l'imaginaire musical des années 2000, donc ce qui fait qu'aussi dans le spectacle on passe d'une machine expérimentale, noise, à une musique contemporaine assez pointue, à Madonna, Britney Spears, FL65, tous ces tubes des années 2000 qui sont tout de suite très parlants, quoi.